Salut tout le monde, s'il y a bien un match cette semaine qui nous intéressait à Langue de Foot, c'était bien ce Manchester City-Tottenham. Un Manchester City qui est en reconquête, qui doit prouver à nouveau après une saison ratée l'année passée. Un Manchester City qui arrive avec ses recrues, Cherki, Reinders notamment, face à un Tottenham hyper intéressant de Thomas Frank, un coach qui monte énormément. Un match qui promettait beaucoup avant le coup d'envoi et qui honnêtement n'a pas déçu. Intensité, pressing, tactique, il y a tellement de choses à dire sur ce match et cette idée que vous voyez dans le titre d'accordéon que j'expliquerai un peu plus tard. On perd pas plus de temps et on part sur l'analyse directement. Au niveau des compos déjà. Alors au niveau des compos, on a Manchester City qui vient avec James Trafford, son nouveau gardien, qui remplace du coup Ederson qui devrait partir vers Galatasaray. On a une charnière centrale assez classique, Ruben Dias, John Stones. Ait Nouri, la recrue, latéral gauche qui est présent. À droite, il n'y a pas eu de recrutement pour l'instant, c'est Rico Lewis, le latéral droit. Tijani Reinders, Nico Gonzalez dans la charnière. Le temps que Pedri se remette, c'est Nico Gonzalez qui est titulaire. Ryan Cherki en numéro 10. Oscar Bob à droite, Marmouche à gauche et Erling Haaland en numéro 9, voilà, plutôt du classique chez City. On imagine qu'à terme, évidemment, Rodri sera intégré à la place de Nico Gonzalez. Et voilà, qu'il y aura peut-être une rotation entre Matheus Nunes et Rico Lewis à droite. Au niveau de Tottenham, on a Guglielmo. Je savais même pas que c'était ça son prénom, Guglielmo. Prénom original, Vicario dans les cages, Mickey Van de Ven et Christian Romero qui forment la charnière, qui commence à être une charnière bien connue et bien réputée. Jet Spence qui a réussi à passer devant Udogie dans la hiérarchie. Pedro Porro à droite. Joao Palhinha en 6. Un joueur qui avait fait une saison énorme en PL il y a 2 années avant son transfert au Bayern et puis qui depuis a eu du mal à exister et qui là revient en force en PL. Rodrigo Bentancur, Pape Matar et à droite en ailier droit Mohamed Kudus. Richarlison, Reborn, le Phoenix qui renaît de ses cendres pour la 1000e fois, qui est titulaire devant Solanke, et Brennan Johnson, la petite pépite de Tottenham à gauche. Voilà pour les compos. Au niveau des animations, on a quelque chose d'assez classique chez City. Relance à 3, une ligne de 4, une ligne de 3, ça c'est la pré-relance de City. Alors on peut aussi le voir en 3-5-2, 3 ici, 5 comme ça, et 2 là. Et Tottenham qui défend en 4-3-3. Ça c'est pour le plan offensif de City avec ballon. Et Tottenham avec ballon, c'est assez original leur approche. Ils décident sciemment de délaisser totalement le milieu de terrain et de couper complètement leur équipe en deux. Ils vont chercher à faire des passes qui sautent cette ligne de 4 de City systématiquement. Mais on reviendra dessus un peu plus tard. En gros, la configuration majeure du match, c'est City avec ballon. Et donc du coup, les joueurs sont organisés de cette façon-là la plupart du temps. Et avec justement ce groupe de Tottenham bien en bloc, bien regroupé, qui délaisse les ailes et qui protège l'axe au maximum. Et City qui essaye de jouer entre les lignes en n'hésitant pas à envoyer très très haut. Même ses défenseurs centraux avec Stones qui vient sur la même ligne que Gonzalez et Diaz qui reste légèrement en retrait généralement. Premier point intéressant, Bob l'éponge. Justement par rapport à son positionnement et par rapport à ce qu'on vient de voir sur la capture précédente, en fait on voit que le joueur qui a le plus d'espace là-dedans, c'est Oscar Bob. Et ça va être lui qui va permettre à City de trouver les meilleures situations. Ici il va être touché par cette passe de Stones. Et on voit qu'il va se retrouver en 1 contre 1. Il va réussir à temporiser, il va attendre l'arrivée de Rico Lewis, qui va lui remettre le ballon. Et derrière, en fait, son but principal à Bob, c'est qu'il se positionne ailier au départ, mais il va tout systématiquement chercher à viser l'intérieur du jeu pour changer de côté et aller chercher Marmouche et Haaland, qui, si vous le regardez bien, en réalité, ici, dans cette zone, sont en 2 contre 1 quelque part. Puisque, bon, ok, il y a évidemment Romero qui est ici et qui peut revenir, mais là, si on prend juste ce cercle-là, il y a un 2 contre 1 à jouer. Donc le but de City sur ses offensives, ça va être de trouver Oscar Bob pour réussir à changer de côté assez rapidement avant que le bloc de Tottenham coulisse et ouvrir des espaces pour Marmouche et Haaland, qui sont les 2 meilleurs finisseurs. Là ici c'est ce qu'il va réussir à faire, il va trouver Marmouche. Résultat, Marmouche se retrouve en 1 contre 1, il élimine
il frappe, c'est une première situation dangereuse pour Tottenham, ça va être sorti par Vicario qui a fait un top match. Ici à nouveau Oscar Bob qui est trouvé, pareil, là il s'oriente vers l'axe du jeu, en plus de ça son orientation vers l'axe du jeu permet à Rico Lewis d'avoir le couloir qui s'ouvre, donc il y a ça aussi dans le jeu de City qui est assez intéressant. Maintenant on reviendra dessus, mais le problème c'est que Rico Lewis n'a pas suffisamment de qualité offensive en tant que latéral pour vraiment exploiter les espaces que Bob crée de ce côté-là du jeu. C'est pour ça qu'au final, City va être plus dangereux, généralement côté gauche, en étant parti côté droit et en ayant changé de côté. Là, ici, cette passe, elle est parfaite pour Reinders. Reinders qui peut manger l'espace. Et Reinders qui, ici, normalement, doit tous les jours ouvrir pour Marmouche ici. Et va pas le faire. Et ça fait partie du second point qu'on va aborder. C'est que ce plan de jeu de City-là, eh ben, il était pas mauvais, mais City a beaucoup trop gâché. City perd ce match 2-0, mais aurait largement pu ouvrir le score et a eu les occasions pour le faire. On va regarder ça tout de suite. Là, ici, on a Ruben Dias qui trouve une super passe qui casse la première ligne de pression, enfin les deux premières lignes de pression même de Tottenham. Passe à destination de Cherki qui se place bien dans la poche d'espace libre. Cherki qui va pouvoir ouvrir pour Marmouche ici. Ça revient ensuite sur, je crois que c'est Reinders. Et là, on a Reinders qui va envoyer une passe directement en touche. Donc Reinders qui donne pas tout à l'heure à Marmouche, Reinders qui envoie en touche. Un début de match compliqué pour Reinders qui avait fait un très bon match d'ouverture. Là, il va mettre trop de temps à rentrer dedans et faire trop d'erreurs techniques bêtes. Et ça, c'était une situation où Tottenham était un peu en train de courir vers l'arrière. Ça aurait pu donner quelque chose, c'est gâché. Bon, ça c'était les petits gâchis. Au niveau des plus gros gâchis, là ici, il y a Erling Haaland qui va trouver une passe extraordinaire pour Marmouche dans la profondeur. Superbe appel, la passe, elle passe entre une forêt de jambes. Elle arrive parfaitement pour Marmouche qui se retrouve en situation idéale, qui va faire une frappe pas si mal que ça, mais magnifique sortie de Vicario qui va réussir à la dévier du bras. Ça, c'est une première grosse occasion, très grosse occasion ratée pour City qui aurait pu les mettre devant et qui aurait pu changer totalement toute l'analyse qu'on va faire de ce match. Marmouche dégoûté. Ici, on a Erling Haaland, 33e minute, qui récupère un ballon haut en pressant, qui va faire encore une fois une super passe à destination de Reinders. Et Reinders, je vous ai dit, il n'était pas dans son assiette aujourd'hui. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il tente la louche ici directement alors que déjà il a pour lui-même tout l'espace libre. Hein. Il peut très bien faire contrôle pied droit, s'orienter côté gauche et potentiellement frapper du gauche. Alors après, s'il se sent pas à l'aise pour frapper du gauche, il peut avoir ici l'appui de Marmouche. Bref, il y a plein de solutions, il choisit la pire. Il tente une louche ici qui est beaucoup trop longue et qui part directement en 6 mètres. Cherki qui est un peu dégoûté après cette occasion, enfin cette situation plutôt. Voilà, donc bref, Reinders pas dans son assiette. Et en plus de ça, suite à ce 6 mètres, en fait, il va se produire l'ouverture du score. Donc d'autant plus dommage. Grosse situation pour City, ça fait 6 mètres. Derrière, ça fera but pour Tottenham. Mais on reviendra sur les buts de Tottenham plus tard. On va se focaliser sur eux un peu plus tard. On termine d'abord avec City. Autre situation, Ryan Cherki ici qui fait un super débordement et qui fait un centre parfait pour Erling Haaland qui se retrouve dans cette position-là. À quoi 4 mètres des buts, c'est Erling Haaland de la tête, ça normalement ça doit faire ficelle tout le temps. Alors là on est plus tard dans le match, il y a déjà 2-0 pour Tottenham, mais ça c'est pas normal que ça fasse pas ficelle, ou au moins tir cadré à la limite, sauvetage miraculeux de Vicario pourquoi pas, mais non il la cadre même pas, il la met au-dessus. Ça c'est pas normal, c'est pas du standing d'un buteur tel que Erling Haaland, et c'est pas des occasions que tu peux te permettre de rater dans un match comme ça. Encore une situation... Là, c'est un cadeau de Vicario avec, il me semble que c'est Van de Ven, ou peut-être Romero, enfin l'un des deux. Vicario qui donne, je crois que Van de Ven, qui donne à Van de Ven qui rate le contrôle. C'est récupéré par le pressing ici de Rico Lewis, je crois, ça revient dans les pieds d'Haaland. Et là, franchement, quand on met cette image-là sur arrêt, comment ça peut ne pas finir en but? Et c'est même pire que finir en but. Ça ne finit même pas par une frappe parce que la passe d'Erling Haaland en fait n'arrive même pas à Ryan Cherki. Elle est trop longue, elle lui passe devant
et elle est dégagée, enfin elle est récupérée ensuite par Tottenham. Et donc voilà, City qui a beaucoup trop gâché dans ce match pour espérer quoi que ce soit. Les deux équipes avaient un niveau beaucoup trop proche, ça se jouait sur des détails, et à un tel niveau on peut pas rater des situations de cette façon là. On passe un petit peu, on bascule maintenant sur Tottenham. Tottenham qui a fait franchement une masterclass tactique, et cette masterclass tactique elle est due à qui? Elle est due à son coach, que j'ai appelé ici, que j'ai surnommé ici Franck Mourinho, parce qu'il a fait ce que j'appelle du football accordéon, comme j'en avais pas vu depuis très longtemps, et ça m'a beaucoup rappelé l'Inter Milan de Mourinho. L'Inter qui avait battu notamment le Barça en demi-finale de Ligue des Champions en 2010, et la façon dont l'Inter avait joué pour gagner ce match, ça m'a beaucoup rappelé un petit peu le plan de jeu de ce qu'a tenté de faire Thomas Frank sur ce match. Donc, explication de l'accordéon. L'accordéon, c'est qu'en fait, Tottenham, lorsqu'ils n'ont pas le ballon, ils ont une compacité totale. C'est-à-dire que toutes les lignes sont ultra proches. Les joueurs sont très proches les uns derrière l'autre. Il y a très peu d'espace dans les interlignes. Et la compacité, elle est à la fois dans la longueur du terrain, mais aussi dans la largeur du terrain. Ils abandonnent totalement les ailes, qui sont juste pas exploitées à droite par Ake, qui a joué la plus grande partie du match. On a vu que c'est Ryan Aït-Nouri qui a commencé le match, mais Ake l'a remplacé à la 21e minute parce qu'il s'est blessé. Ake n'exploitait pas vraiment le couloir, et donc du coup ils abandonnaient les deux couloirs, mais celui-ci n'était que très peu exploité. Il y a Marmouche parfois qui allait, et de l'autre côté ils laissaient Bob totalement libre. Leur but, c'était vraiment de faire en sorte que dans la surface, il n'y ait aucune ouverture, dans l'axe, aucune ouverture. Donc du coup, là, on a l'accordéon qui serait complètement refermé. Par contre, avec ballon, c'est l'inverse total. Dès qu'ils avaient le ballon, Tottenham, ils essayaient d'investir la largeur maximale du terrain. Là ici, je vous ai mis une configuration de pressing de City où le ballon est côté droit. Et en fait, on voit que City, ils ont tendance à orienter tous les joueurs côté ballon. Et Tottenham n'essayait pas de compenser ça en ramenant son latéral et son ailier. Systématiquement dans ces situations-là, il laissait Brennan Johnson et Spence totalement côté opposé, ligne de touche, en se disant les gars, vous êtes moins de ce côté-là qu'eux, mais débrouillez-vous, et si vous ressortez par là, ça va être compliqué pour City. C'est un plan de jeu qui a parfaitement fonctionné, hein. Donc toutes les relances de Tottenham étaient cotées avec Porro qui collait la ligne de touche, et jamais de passe vers le côté opposé directement. Toujours une passe le long de la ligne de touche pour ensuite essayer de trouver un offensif qui va chercher le joueur à l'opposé. Pourquoi cette stratégie? Parce qu'elle minimise les risques. Parce qu'en fait, si Porro il tente la transversale sur Spence, mais qu'elle se fait contrer ici ou qu'elle se fait récupérer par Reinders ou Cherki, il y a tout de suite une supériorité numérique pour City, ça donnerait une occasion trop dangereuse. Donc le but de cette stratégie, c'est de minimiser les risques. On fait un long dégagement, on va chercher Sarr ici. Je vais expliquer sur la capture d'après pourquoi c'est Sarr qui est ici. On va chercher Sarr ici, et c'est ensuite Sarr qui lui va tenter avec Richarlison de combiner pour trouver côté opposé, en se disant que par contre si le ballon est perdu pendant que Tottenham essaye de chercher le côté opposé ici, il est récupéré dans la moitié de terrain de City, et du coup ça générera pas un contre ou une action franche pour City immédiatement. Donc voilà, c'est une stratégie très réfléchie qui minimise les risques et qui pose problème à City si un ballon arrive à changer de côté une fois dans leur moitié de terrain. Sur le premier but, c'est exactement ce qui va se passer, mais au moment où ça se produit, ça fait déjà au moins 7 ou 8 fois que Tottenham fait exactement le même type de relance. Pendant cette phase de relance, il y a un truc intéressant, c'est le rôle de Sarr, Pape Matar Sarr, et celui de Kudus. En fait, une fois qu'ici la passe est faite vers Porro, il va y avoir du coup Mohamed Kudus qui va sprinter pour proposer solution le long de la ligne de touche. Mais en fait, c'est un leurre, c'est un appât. Le vrai but de cette manœuvre-là, c'est d'aspirer Ake. Kudus, en sprintant vers Porro, va modifier le positionnement d'Ake, qui va le suivre, puisque les joueurs de City fonctionnent au marquage individuel et en pression max. Donc il va suivre Kudus, mais dans le même temps, en fait, il y a Nico Gonzalez qui, lui, dans son dos, oublie Pape Matar Sarr, parce que Pape Matar Sarr, c'est pas un joueur qui est censé jouer
forcément si haut. Et donc Nico Gonzalez s'attend pas forcément à ce qu'il aille chercher cette zone-là. Et lui, il va plonger dans l'espace libre, dans l'espace libéré par la course de Kudus. Là, ici, le ballon arrive dans les pieds de Porro. Porro dégage. Kudus a embarqué Ake. Et ce ballon va arriver directement sur la tête de Pape Matar Sarr. Et regardez ce qui s'est produit ici. Eh ben, Nico Gonzalez ne sert à rien. Il marque personne. Ake est ici avec Kudus, mais ils sont 2 pour Kudus, donc ça sert à rien. Et au final, dans cette zone-là, il y a un 2 contre 2. Avec ici, Ruben Dias qui tente de jouer le hors-jeu, mais ça passe pas. La tête, elle arrive à destination de Richarlison, qui fait une super course, qui rate un peu sa passe. Sa passe, il doit la mettre plus ici pour que Brennan Johnson puisse finir tranquillement. Parce que là, ça arrive derrière Brennan Johnson, mais malgré ça, il a la lucidité et la technique pour réussir à faire une frappe suffisamment bonne pour qu'elle finisse en but. Elle est effleurée par Trafford, mais ça finit dans les buts. Et cette tactique de l'accordéon qui a fonctionné pour Tottenham avec cette largeur maximale avec ballon et cette compacité totale sans. Thomas Frank, c'est en fait la fusion de Postecoglou et de Mourinho. Donc Mourinho pour la froideur de son plan de jeu et pour ce côté je mets mes joueurs en largeur maximale. Hein. Donc oui, si vous n'avez pas compris le parallèle, l'Inter contre Barcelone c'était exactement ça. Hein. Ils mettaient tous leurs joueurs le côté totalement le long de la ligne de touche, bord de ligne de touche, pour essayer de faire en sorte d'écarter le plus possible les défenseurs centraux barcelonais. Et pour contrer le pressing incroyable du Barça de Guardiola à cette époque-là. Mais Thomas Frank, il a aussi utilisé tout le travail qu'a fait Postecoglou pendant les 2 années où il a été là. Mais il a amélioré encore ce que faisait Postecoglou. Donc le Tottenham de Postecoglou, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était une des équipes qui pressait le plus en Europe. La première année où il est arrivé, ils l'ont fait avec une efficacité hallucinante et le voir des matchs de Tottenham, c'était juste magnifique. Mais avec le temps, ça s'est un peu effrité. C'est devenu une équipe trop prévisible et trop naïve et qui du coup se faisait ouvrir complètement en contre. Là, Thomas Frank, il fait quelque chose que j'appellerais le pressing situationnel. Pourquoi situationnel ? Parce que l'intensité du pressing va varier totalement en fonction des situations. Je m'explique. Là, ici, on a Trafford qui relance sur Ruben Dias. Ruben Dias a pas mal d'espace, donc tranquillement, Richarlison va initier un pressing, mais pas un pressing en courant à balle. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, il y a trop d'espace pour Ruben Dias. Ça sert à rien qu'il se crame comme ça. Mais petit à petit, vous allez voir le bloc monter. Ruben Dias ressort ici sur Reinders. Et on voit ici Brennan Johnson qui vient tranquillement aussi derrière Reinders. Attention, t'es dos au jeu, je suis dans ton dos, mais c'est pas hyper agressif encore. Là, Reinders ressort directement sur Stones. Stones va trouver ici, je crois que c'est Ryan Cherky. Et puis là, Ryan Cherky revient sur Stones. Et là, regardez déjà, le bloc de Tottenham est beaucoup plus haut. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs déjà qui sont dans les 35-40 mètres adverses. Et ils vont continuer d'avancer. Quand ici Stones revient sur Ruben Dias, là ça y est, la mâchoire du pressing se referme. Les joueurs de Tottenham sont tous à l'affût. Et regardez les solutions de passe ici pour Ruben Dias. C'est pas si simple que ça. Hein. Bon, il peut aller trouver le joueur ici, mais pareil, il va se prendre un pressing de Kudus. Franchement, mettez-vous à la place de Ruben Dias. Là, qu'est-ce que vous faites ? Il y a aussi la passe pour le gardien qui est possible. Et c'est cette option-là qu'il va choisir. Il revient sur le gardien, le bloc de Tottenham commence à monter, maintenant on a 6 joueurs dans les 25-30 derniers mètres. Le gardien revient à nouveau sur Stones. Brennan Johnson fait la course pour couper ici la possibilité de passe au centre, donc il fait une course incurvée qui va foncer sur Stones. La passe vers Cherki est ouverte, mais Stones, c'est Stones, hein, on se rappelle du joueur incroyable qu'il a été, notamment il y a 2 saisons. Là, ici, il trouve une super passe pour Haaland, mais malgré ça, Haaland reste dos au jeu et les joueurs qui pressent continuent de foncer. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs de Tottenham qui sont au pressing. Et là, ici, je sais plus exactement qui c'est peut-être Romero, je crois. Romero qui monte faire le pressing sur Haaland et qui va réussir à récupérer. Richarlison se retrouve avec le ballon, Haaland est obligé de faire un mauvais tacle, faute et coup franc très dangereux pour
pour Tottenham à la suite de ce pressing réussi. Et vous voyez comment au fur et à mesure de l'action, ils ont augmenté l'intensité du pressing. Autre situation, là ici, ils sentent un peu la panique et l'hésitation chez les joueurs de City. Là, rien à voir. Richarlison, il y va à fond la caisse. Il comprend qu'il y a un peu de panique, il y va à fond la caisse. Finalement, il se retrouve à contrer le dégagement de Trafford. Bref, ça aurait pu finir en but casquette. Ça le sera pas. Là ici, pareil, Kudus, il est à fond en train de sprinter entre Ruben Dias et Stones sur ce ballon haut à rebond. Ruben Dias va adresser une passe vers son gardien, mais Kudus arrive en même temps que le gardien, et là franchement ça donne un contact très très limite. Alors il touche le ballon avant Trafford, mais bon, Kudus il se prend à moitié le genou dans le torse. Bref, ça aurait pu très mal finir pour City, et donc il y a eu vraiment plusieurs avertissements liés à des pressings réussis de Tottenham pour City, jusqu'à ce qu'on arrive à l'action du second but. Et là pareil, un pressing ultra agressif. Richarlison en mode, ça vous rappelle, je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose là, surtout les supporters parisiens. Richarlison en mode Ousmane Dembélé en finale de LDC dans les starting blocks. Ruben Dias qui fait la passe, qui joue le 6 mètres et qui la donne à Trafford. Et là, Trafford, voilà, il est nouveau à City, et ici c'est pas Rodri. Ici c'est pas Rodri, parce que Rodri dans cette situation-là, il s'en sort. Il s'en sort, il met le coup de rein, il met la protection de balle, il met le coup d'épaule. Mais là c'est Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, c'est pas non plus au niveau, c'est pas suffisamment au niveau pour pouvoir gérer ce genre de passe-là. C'est intercepté, bon, je dis ça pour Nico, mais c'est vraiment de la faute de Trafford, hein. Jamais il doit mettre une passe dans cette situation-là, à ce jour-là. C'est directement intercepté, ça revient dans les pieds de Richarlison. Trafford réussit à taper le ballon de la main dans ses pieds, mais ça revient sur Palhinha qui fusille. Et ça fait 2-0 pour City, et on peut pas dire que City n'a pas été prévenu. Et en fait, c'est ça qui est beau dans la tactique mise en place par Thomas Frank, c'est que les deux buts viennent de choses qui ont été répétées et répétées par Tottenham 4, 5, 6 fois avant, et qu'à la 5e, 6e fois, ça a fini par payer. Ça veut dire qu'il avait parfaitement identifié les faiblesses adverses et qu'il a appuyé dessus jusqu'à ce que ça craque. Et ça, franchement, chapeau Frank Thomas pour cette, Thomas Frank pour cette super tactique. Les notes des joueurs. Au niveau de City, j'ai bien aimé les matchs de Ryan Cherki. J'ai trouvé qu'il a plutôt été bon avec ballon, qu'il a réussi à aérer le jeu. Parfois un petit peu trop facile dans les passes qu'il tentait, ou etc. Un petit peu trop de facilité. Mais je l'ai trouvé plutôt bon. Et puis il y a eu pas mal d'interventions défensives aussi de sa part, de retours défensifs, notamment pour aider Rico Lewis, où il récupère des ballons en position de latéral droit. Donc voilà, un Cherki qui est en train de se mettre au diapason de ce que réclame la PL. J'ai beaucoup aimé le match d'Oscar Bob aussi, un gros talent Oscar Bob, vraiment, tous les ballons qu'il a touchés. Comme on a dit, Reinders, il est passé à côté. Marmouche, je trouve la note un petit peu sévère aussi, je l'ai trouvé assez bon. Malheureusement, il finit pas les actions qui peut finir, mais en même temps, c'est surtout Vicario qui fait des très beaux arrêts. Et voilà, par contre, Ruben Dias... assez emprunté, Stones pareil, et Trafford, ouais, non, dans l'ensemble, pas un bon match de sa part. Et Erling Haaland, il pourrait être crédité d'une passe décisive, hein. Il n'a pas fait un si mauvais match, mais il n'a pas eu d'occasion à se mettre sous la dent, à part cette tête qui doit aller au fond et qui rate. Il y a aussi eu les entrées dans ce match de Foden et Rodri, hein. Rodri qui d'ailleurs sur un corner de Foden aurait pu marquer un but sur son premier ballon. Les deux venaient de rentrer, ça a fait corner de Foden, tête de Rodri, et Vicario la sort, elle était trop centrale. Et Rodri qui a montré plusieurs fois que dans les sorties de balles il aidait beaucoup, mais on a senti encore qu'il n'avait pas récupéré toutes ses capacités. Il fait deux très grosses erreurs sur la fin du match qui auraient pu mener à un troisième but pour Tottenham. Deux pertes de balles vraiment inhabituelles de sa part. Donc voilà, c'est pas encore le Rodri Prime, mais sur les sorties de balles, on a senti toute la différence de classe avec Nico Gonzalez, et une fois que City aura récupéré ce Rodri-là, ça va déjà simplifier quand même beaucoup de choses. Côté Tottenham, gros match de Palhinha.
au milieu, surtout au niveau de son positionnement, vraiment tout le temps bien placé, à colmater toutes les brèches, à orienter les autres, il parlait beaucoup, il plaçait les joueurs, franchement top. Brennan Johnson, ça devient de plus en plus sérieux ce joueur, vraiment gros talent. Kudus, infatigable Kudus, qu'est-ce qu'il a couru, oh là 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 là, Kudus il a couru mais tout le match comme un malade. Richarlison pareil, hein, franchement bon match de sa part, une passe décisive. La charnière Van de Ven Romero, top. Alors j'ai pas montré mais il y a une intervention de Van de Ven à un moment aussi là sur un ballon pour Foden, il fait un tacle dans la surface juste avant que Foden la reprenne alors qu'il est à 6 mètres des buts. Van de Ven top défenseur. Voilà, hein, pour White est bon. Et Sarr, honnêtement, il avait un match très compliqué à faire parce qu'il était justement chargé d'être celui qui joue un peu en réalité faux neuf alors qu'il est censé être milieu. La note, elle est très sévère, il mérite plus que ça, honnêtement. Voilà pour ce débrief de ce Manchester City-Tottenham. Franchement, l'APL c'est incroyable. Là, ça fait 3e match que je vois. L'intensité, elle est folle. Le Guardiola City, je tirerai pas de conclusion dessus définitive, mais en tout cas, voilà, ça va être compliqué pour eux d'aller chercher un titre. Il y a encore trop d'éléments à travailler, je pense trop de nouveaux joueurs intégrés dès cette saison, ça va être compliqué. Mais avec le retour de Rodri, ça peut devenir une toute autre équipe, donc à voir. Et puis Thomas Frank, le Tottenham de Thomas Frank, ça me paraît un peu léger sur la profondeur de banc. Alors là, ce soir, il y a Odobert et Solanke qui rentrent notamment et qui font plutôt de bonnes entrées. Mais au milieu, voilà, s'il y a une ou deux blessures au milieu dans la saison, ça risque d'être compliqué. Par contre, voilà, pour un début, un coach qui vient de débarquer dans un club, faire ça là, quasiment battre Paris en Supercoupe et puis commencer le championnat en gagnant à l'Etihad comme ça, franchement chapeau. Et puis ouais, tactiquement c'était cool parce que ça m'a fait découvrir quelque chose que je connaissais pas tactiquement. Donc voilà, au top. Et on va suivre évidemment avec grand intérêt la saison de ces deux équipes. Voilà la team, c'est tout pour ce débrief, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve semaine prochaine, je sais pas encore quel match on va analyser ou quelle équipe on va suivre, mais voilà, on a le temps, et puis là je suis encore en vacances, c'est le kiff, donc voilà, on a le temps de faire pas mal de vidéos. Allez, quelle heure il est là? Encore, ouais, allez, 1h du matin, ça devient habituel, je vais me coucher, je vous laisse, ciao tout le monde.